Salut l'équipe, on se retrouve au lendemain du Grand Slam Track à Miami, la troisième étape du circuit organisé par Michael Johnson. C'était un show hyper stylé, encore une fois, dans un stade mythique. On va vous décrypter ça de suite. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, aujourd'hui, rendez-vous à Philadelphie, troisième étape du Grand Slam Track. Je me retrouve encore une fois tout seul. Alex étant occupé à préparer la future carrière de sa pépite. On le sait, il vient d'être papa. Bienvenue et félicitations encore à Mathia. On se retrouve Grand Slam Track, Philadelphie. C'était 2 jours, encore une fois, de show à l'américaine, hyper stylé, beaucoup plus rythmé que les dernières étapes à Kingston et à Miami. Le programme avait été allégé par Michael Johnson pour que ce soit un peu plus rythmé, un peu plus rapide. Il nous avait écouté, on lui avait dit attention Michael, ça peut vite être un peu mou, un peu long, surtout sur les programmes de demi-fond. Il nous a écouté, il a resserré tout ça et ça s'est super bien passé. Je voulais juste vous revenir sur le stade, le Franklin Field. C'est un stade mythique, un stade exceptionnel qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes. Il n'y avait pas 50 000 personnes hier à Philadelphie, mais quand même il y avait du monde. C'est genre vraiment le stade mythique, le stade à l'ancienne. Il a plus de 100 ans. J'ai adoré ce décor-là à l'ancienne, un décor hyper stylé. Franchement, c'était fou. On sentait que c'était un stade d'histoire. Franchement, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'histoire de partout, dans chaque virage, dans chaque ligne droite. Il a dû se passer des dingueries en athlétisme. Jesse Owens a déjà couru sur ce meeting-là et sur ce stade-là. C'est fou. Quand je dis ce meeting-là, c'est sur les meetings les plus anciens, évidemment. Le public, il était chaud, il était connaisseur, passionné, ça applaudissait de partout. Et j'ai eu l'impression que c'était peut-être le public le plus d'ambiance, en tout cas, qu'on ait pu voir sur ces 3 étapes du Grand Slam Track. Donc là, je me suis clairement régalé. C'était une grosse vibe, un gros respect même entre les coureurs et les connaisseurs. J'ai trouvé ça super. Par contre, encore une fois, on va vous le dire, le vent a été assez étonnant. Je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux, mais par contre, le vent était très tournant, très dur. Il y a eu des courses à -9 et d'autres à +2. Assez spécial quand même de courir là-dessus. Mais en tout cas, rien à redire quand même sur l'organisation. Si elle est un tout petit truc, je vais faire un peu mon relou, c'est peut-être sur la diffusion de télé. Alors pas l'équipe, ils ont été super, mais plus sur les chronos qui étaient affichés. On sait, ça vient des diffuseurs et de l'organisateur. Ça vient pas de l'équipe TV. On n'avait pas forcément de suite les vents. Des fois, j'ai trouvé les caméras assez aléatoires. Mais au-delà de ça, ça s'est super bien passé. Retour sur les perfs et sur la piste. Pour moi, c'est la surprise. On pensait Alisson Dos Santos intouchable, injouable même. Et finalement, il va pas s'imposer au Grand Slam Track. Troisième étape à Miami. Il est pas si intouchable que ça, le Brésilien. Ça, c'était sur la catégorie et longue. Donc 400 mètres et 400 mètres. Et on vous le rappelle, il fallait courir ces 2 épreuves-là. Et là, franchement, c'est le choc du week-end pour moi. On l'avait dit avec Alex, il allait tout rafler. On s'est complètement trompé, Alisson Dos Santos, il finit 2e au classement général derrière Trevor Bassett. Alors c'est pas n'importe qui, mais quand même on s'attendait à un tout petit peu mieux d'Alisson Dos Santos. Il avait gagné le premier jour, donc samedi en 48-11 le 400 mètres haies. Il finit 3e seulement en 45-63 le 400 mètres. Franchement, 45-63, c'est une perf très médiocre, on va pas se mentir. Ils ont déjà tous couru en 44, et là, ils ont tous fait 45. Trevor Bassett, qui s'impose aux 400 mètres, lui qui avait fini 2e aux 400 mètres en 48-25, il s'impose en 45-47. Franchement, c'est pas des chronos de fou, mais il faut relativiser. C'était un stade qui était très tournant par rapport au du vent, donc je suis pas inquiet sur ces chronos-là, mais par contre, le choc, c'est Alisson Dos Santos, on l'avait annoncé, injouable, intouchable. Franchement, là, c'est quand même du lourd ce qui vient de se passer. Là, c'est un tout petit peu décevant, mais par contre, il va garder du jus, j'espère, pour Los Angeles, et on verra ce que ça va donner. Il sera très revanchard de ce qui s'est passé avec Britt. Et là, on tient notre duel. On n'avait pas de duel annoncé sur le 400 mètres haies. Là, on l'a, et ça, c'est super. Un autre duel que j'attendais avec impatience, c'était le duel avec Cordell Tinch sur 110 mètres haies. L'américain, il avait claqué 12 secondes 86, rappelez-vous, en Diamond League en Chine. C'était phénoménal.
Moi, je l'avais dit, c'est la grande star, la future star qui va détrôner Grant Holloway. Je me suis peut-être trompé. Peut-être que j'ai un peu trop parlé. Bon, c'est souvent le cas. Mais c'est Jamel Britt qui a sorti une grosse course, une course de patron sur des chronos qui étaient pas forcément exceptionnels. 13,08 pour Jamel Britt. C'est pas fou. Là aussi, le vent peut-être était un peu tournant, annoncé à plus 0,7, mais assez étonnant ces chronos-là. On a vu que Jamel Britt, il a fait un gros finish. Il s'impose en patron en 13,08. Et derrière, c'est quand même Cordell Tilch qui fait 13-10. C'est des très bons chronos, hein, les amis. C'est des super chronos. C'est du très très lourd. Mais par contre, je m'attendais un tout petit peu mieux. Moi, j'avais regardé avec impatience et j'attendais avec impatience, pardon, cette course-là. Un tout petit peu déçu des chronos, mais quand même, ça reste du très très lourd. Jamel Britt, il détrône Cordell Tilch. Trey Cunningham qui finira troisième du 110 mètres en 13-18. C'était une course de patron. Les Américains sont très très en forme en ce début ou en milieu de saison. Grant Holloway, il a qu'à bien se tenir, il a qu'à bien se préparer parce que franchement, on peut s'attendre à des très grosses perfs. Sur le classement général, c'est Jamel Britt qui s'impose au final avec une perf aussi là un peu bizarre sur 100 mètres, 10,50. 10,50 c'est assez moyen, c'est Trey Cunningham qui s'impose aux 100 mètres en 10,36, il finira deuxième au classement général, mais Jamel Britt, c'est ce qu'il faut retenir, un total de 20 points, 100 000 dollars de gagner, et ça quand même c'est du lourd. C'était quand même des très belles courses, ça reste du très très haut niveau, il manquait un peu l'étincelle, j'ai envie de dire, Cordell Tinch pour réaliser un chrono en moins de 13. À noter quand même que Sacha Zoya s'est pas présenté. Alors, il n'était pas attendu sur ce Grand Slam Track, mais ça aurait été un duel assez exceptionnel. Pas une surprise, mais quand même un mode un peu test, on va dire, allez, de Cinéma Gloggin qui avait tenté un petit kiff, un petit délire, j'ai envie de dire. Elle avait délaissé le 400 mètres et le 400 pour s'essayer, j'ai envie de dire, aux 100 mètres et aux 100 mètres haies. Ça faisait quelques années qu'elle n'avait pas couru de 100 mètres. Elle avait déjà fait du 100 mètres haies il y a 2 ans, il me semble, mais 100 mètres, ça date de 7 ou 8 ans. C'était assez intéressant à voir. Alors, elle n'était pas forcément favorite. Elle termine quand même deuxième au général derrière l'intouchable Akera Nugent, la Jamaïcaine. Elle a fait cavalier seule quand même sur 100 mètres et sur 100 mètres. Elle était, je pense, intouchable, en tout cas sur ce grand slam track. Il manquait la grande star du moment, c'était l'américaine Masai Russell qui avait tapé la perf du meeting à Miami au Grand Slam Track. La deuxième étape, c'était 12-17 au 100 mètres haies. Là, on n'est pas sur ça. Akera Nugent a fait 12-44 première et 11-11 au 100 mètres. Donc 12-44 au 100 mètres haies et 11-11 au 100 mètres. C'est des super chronos. Elle le gagne assez largement avec 24 points. La deuxième, c'est Sidney McLaughlin qui a terminé, entre guillemets, que cinquième du 100 mètres haies, 12,70. Mais rendez-vous bien compte, 12,70, elle fait plein de fautes. Je pense qu'elle allait accrocher peut-être la deuxième ou troisième place en 12,50, 12,55. Mais au-delà de ça, rendez-vous compte, elle fait 12,70 alors qu'elle est spécialiste du 400 mètres haies. Mettez les spécialistes du 400 mètres haies sur un 100 mètres haies, vous allez voir que c'est très compliqué. Franchement, elle est trop forte. Sidney McLaughlin, c'est fou ce qui est en train de se passer. Elle a eu franchement l'envie de se dire je vais changer, je vais poser mes valises sur une autre épreuve et voir comment je peux dominer ça. Elle est là pour travailler, c'est super intéressant. Elle réalise 11 secondes 21 au 100 mètres. Là aussi, c'est une très belle perf pour une fille qui n'est pas spécialiste du sprint court. On l'a vu en délicatesse un tout petit peu sur les sorties de start. Elle se redresse assez vite, mais 11-21, c'est quand même du très très costaud avec un vent là aussi qui était à peine positif de plus 0,1. Si on lui met plus 2, à mon avis, on est quand même pas mal. Et c'est Tia Johnson qui complétera ce podium avec 10 points. Là aussi assez décevante décevant les résultats sur 100 mètres haies. Elle fait que 12,60 pour celle qui avait fait 12,19 à Miami dans la course exceptionnelle avec Masai Russell. Donc un tout petit peu déçu en tout cas de ça. Mais Sidney McLaughlin, c'est quand même fou. J'espère qu'à Los Angeles, elle va recourir sur ses disciplines de prédilection 400 mètres haies pour aller chercher de très très gros chronos et peut-être aussi se recentrer, se remettre tout à l'endroit un peu pour préparer la suite de la saison qui l'attend avec des très très grosses courses. Le retour, j'ai envie de dire le retour, le rouleau compresseur, le kung-fu qu'on appelle, c'est Kenny Benarek. Kenny Benarek, c'est dingue. Lui continue clairement son show. Lui, il change pas d'épreuve, il va pas passer sur 400.
il vise les victoires, l'argent, on le sait, c'est les gros chèques qui l'attendent. Lui, c'est sa 6e course. 6e victoire. Je pense que lui, il est clairement increvable. Alors, où il a envie de gagner beaucoup d'oseille et il fait toutes les courses. Mais je pense qu'au-delà de ça, il est ultra fort cette année. Il fait 19,95 sur 200 mètres. Il met 6 dixièmes à la concurrence sur 200 mètres. C'est pas son meilleur chrono. Il avait fait un peu mieux à Miami dans des conditions de vent qui étaient un tout petit peu plus exceptionnelles, j'ai envie de dire. C'est pas son meilleur chrono, mais c'est ultra solide. Mais là, j'ai envie de revenir sur la perf. Peut-être la meilleure perf de ce meeting. C'est 9,86 au 100 mètres. Il tape 9,86. Il égale la meilleure performance mondiale de la saison. C'était le Ghanéen Saminou qui la détenait, qui la détient toujours. Donc c'est une égalité parfaite, 9,86 et ça c'est fou. Kenny Benarek, il est clairement inarrêtable. Vous le savez, moi c'est un peu mon chouchou, j'ai envie de dire, sur 100 et sur 200, mais il était meilleur sur 200. On le sait, il était meilleur sur 200. Et là, il tape 9,86, là où les autres font 10,02, 10,05 pour Hughes, et même 10,15 pour André Degrasse, 10,12 pour Christian Coleman. Il les allume, il les prend, il les défonce. Ce qui vient de se passer là, pour moi, c'est fou. Peut-être que j'en fais des caisses, mais je suis pas sûr. Parce que 9,86 à Philadelphie, quand les autres font des chronos beaucoup plus raisonnables, avec un vent de plus 0,8, Benarek, il est en train de s'imposer 100, 200. Attention à lui. Moi, je vous le dis, il va résonner vraiment dans tous les stades et ça, c'est fou. À Los Angeles, je pense que ça va être pareil. Il va avoir fait 8 courses, 8 victoires. La seule personne qui peut le détrôner pour moi, c'est Jordan Anthony, le jeune américain. On en a parlé dans un podcast il y a quelques heures. Il a tapé 9,75 au 100 mètres avec un tout petit peu trop de vent. C'est le seul américain, c'est le seul athlète qui peut détrôner Kenny Benarek. Mais je pense que Michael Johnson va vouloir lui laisser faire ses 8 victoires, ses 8 courses, ses 8 victoires. Il sera clairement seul, à mon avis, à Los Angeles. Le petit coup en fait surprise à mon avis, c'est Marco Arop qui s'est imposé sur le classement des athlètes sur le demi-fond court, donc le 800 et le 1500. Marco Arop, le Canadien, qu'on voit depuis le début hein, quand même avec ces enchaînements là 800 1500 qui est pas si facile pour lui. Donc il s'impose au 800 mètres, ça c'est pas une grande surprise, en 1,43,38. Il est très fort cette année, on le sait. C'est pas la meilleure performance mondiale de la saison, mais il s'y rapproche. Il court souvent tout seul, donc ça c'est super intéressant de le souligner. Mais par contre, c'est sur le 1500, il a voulu essayer une petite dinguerie en mettant une grosse boîte à 200 ou 250 mètres de l'arrivée. Il se fait déboîter un peu sur le finish, il finit 4e, mais les calculs sont bons. Il gagne au total de points, il fait 17 points, il empoche les 100 000 $, il est très régulier, très fort Marco Europe. C'est Josh Kerr qui gagne le 1500 en 3,34,44. Ça aussi, c'est quand même une belle perf, mais c'est pas exceptionnel. Marco Arop, très fort, je vous l'ai dit, mais aussi l'Éthiopienne qui a fait le taf cette fois-ci. On avait été un peu déçus des chronos sur le 1500 mètres, et là, on va vous parler de 3 minutes 58. Walteji, l'Éthiopienne, elle remporte très facilement, à mon avis, le 1500 et le 800 mètres. Alors, quand je dis très facilement, oui et non, parce qu'il y a Jessica Hull, l'Australienne, qui a fait 3,58,36 et des très bons chronos sur 1500. Enfin, on voit de la bagarre au Grand Slam Track sur le demi-fond. Mais Wetelji, elle était d'une classe au-dessus. Elle fait une 58,94 au 800 mètres. Elle se permet même de détruire Marie Mora, qui était dans une petite méforme, à mon avis, sur le 15 et sur le 8. Mais en tout cas, je me suis un peu plus régalé sur le 1500 que d'habitude. Par contre, grosse surprise sur le 400 et le 200 sur le profil un peu long des coureuses de sprint, avec Paolino qui claque la victoire à Nasser qui a été disqualifié complètement pour avoir mordu la ligne, et j'ai même pas envie de dire mordu la ligne, qui s'est trompé complètement de couloir. La scène est folle sur les vidéos.
Elle change complètement de couloir. On aurait dit une débutante. C'est assez fou de voir ça à ce niveau-là. Mais bon, peu importe, elle aurait pas gagné. Mais c'est Paolino qui gagne très largement, du coup, le 400 mètres et le 200 mètres. Paolino qui est en train d'empocher pas mal de sous là ces dernières étapes du Grand Slam Track. Ça se passe très bien pour elle. Elle gagne le 400 et elle gagne le 200. 22,46 pour Paolino. Elle gagne donc les 100 000 $. C'est un petit coup dur à mon avis pour Nasser. Je le dis et je le redis. Elle est en train de ruiner sa saison. J'ai l'impression qu'elle veut courir trop. Elle le court différemment à chaque course. C'est très bizarre ce qu'elle fait. Je la comprends vraiment pas. Elle est en train de régresser petit à petit. Attention Nasser, je te l'ai déjà dit, il faut que tu fasses mieux pour être prête à Tokyo. Et après, j'ai envie de vous parler du coup de tonnerre. Du coup de tonnerre, j'ai commencé par une surprise. Et là, je vais finir par une surprise. C'est Gaby Thomas. Gaby Thomas, là, franchement, elle s'est pris une petite claque. Une grosse claque. Pourtant, je l'adore. Je suis très déçu. Mais Melissa Jefferson, qui tape Gaby Thomas sur 100 et sur le 200. Oui, sur le 200 aussi. Ça, c'est assez fou. Sur le 200 mètres, Gaby Thomas finit donc deuxième. Melissa Jefferson première en 21,99. Elle est en train de s'imposer comme une des meilleures sprinteuses qu'on a pu voir depuis quelques années. Franchement, je vous le dis, cette fille-là, elle a du feu dans ses jambes. C'est une pile électrique. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Elle est toute jeune. Et franchement, j'ai hâte chaque fois qu'elle court. J'ai hâte de la voir parce que c'est dingue. 21,99 donc au 200. Elle explose son record de 2 dixièmes sur le 200 mètres. C'est la révélation, à mon avis, de cette année. Elle le défonce Gaby Thomas en 21,99. Là où Gaby Thomas termine en 22,10, qui est quand même des bons chronos. 21,99, c'est la troisième meilleure performance mondiale de la saison. C'est Melissa Jefferson. Elle se rapproche même de Julian Alfred, qui détient la meilleure performance mondiale en 21,88. Cette fille-là, elle a du feu dans ses jambes. C'est assez fou ce qui s'est passé. Mais attention, là je vous ai parlé du 200, mais c'est au 100 mètres où elle a claqué la perf. Peut-être même mieux que Kenny Medarek avec ses 9,86. Elle a tapé 10 secondes 73. C'est la meilleure performance mondiale de la saison. Explosée. C'était 10,91. Là, elle fait 10,73. C'est fou ce qui vient de se passer. Le vent, il est positif comme il faut. Plus 1,4. Plus 1,4. 10,73. C'est dingue. Elle détrône du coup la Nigérienne Godless qui avait fait 10,91 à Jacksonville aux États-Unis sur un meeting universitaire. 10,73, c'est bien mieux que même Shelly-Ann Fraser-Price qu'on avait retrouvé à Kingston avec 10,94. Trop vanté. C'est mieux que Gabrielle Thomas. C'est mieux que Tamara Davis. C'est mieux que toutes les filles qu'on a l'habitude de connaître. C'est bien mieux que Shericka Jackson. C'est bien mieux que Sha'Carri Richardson. C'est fou de voir ce niveau-là aux États-Unis. Je suis trop content de l'avoir parce que c'est notre petite pépite avec Alex. Melissa Jefferson, c'est la perf à retenir. 10,73. C'est fou ce qui vient de se passer. Miami, il y avait un peu trop de vent. Là, il fait 10,75. Là, c'est homologué, c'est propre, c'est validé. C'est fou. Seul Français engagé, c'était Clément Ducot. C'était notre seul tricolore. Il était engagé sur 400 et 400 mètres et en retour à la compète après blessure. Un résultat, allez, je vais pas vous mentir, une prestation assez mitigée. On sent qu'il manque encore un peu de rythme. Il faut que ça revienne. Il n'y a rien de dramatique. Il faut qu'il rebâtisse une saison après cette blessure-là. Et j'espère qu'il va jouer quelque chose à Tokyo. Il faut qu'il se protège. Et là, les performances sont assez anecdotiques. Hein. Plus de 50 au 400 mètres et c'est pas fou, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il puisse recourir, qu'il puisse se remettre dedans. 50, 53, 400 mètres et 47, 59 au 400. Ça va revenir. Il faut qu'il soit patient et ça devrait le faire. Dans tous les cas, lui, il est protégé parce que c'est un racer. C'est pas un challenger. Racer, ça veut dire qu'il est titulaire d'un contrat avec le Grand Slam Track. Donc lui, quoi qu'il se passe, il va pouvoir courir. Donc ça aussi, c'est l'info à retenir. Il sera forcément présent à Los Angeles le 27 juin. Ça, c'était le débrief du Grand Slam Track de Philadelphie. Moi, je me suis régalé, surtout sur ce stade-là. Et je pense qu'il manque encore des
des meilleures conditions, encore du vent, encore de la chaleur, etc. La prochaine étape, c'est à Los Angeles. J'espère qu'il y aura un feu d'artifice de performance. Los Angeles, c'est le 27 juin. Ce sera pas dans le stade mythique qui accueillera les Jeux Olympiques de 2028, sauf s'il y a un bouleversement dans le programme. Mais normalement, ce sera pas ça. Ce sera sur un stade annexe, un stade incroyable, un stade à l'américaine, un show à l'américaine. J'espère que tous les leaders seront enfin présents. Qui vont pouvoir se retrouver. Il y aura beaucoup d'argent et des gros chèques à prendre. Donc je pense qu'ils seront tous là. Ce sera à Los Angeles le 27 juin. Sur ce, les amis, entraînez-vous bien. On se retrouve très vite sur un nouveau podcast et on retrouvera Alex et on sera deux pour vous faire encore une fois vibrer, je l'espère. À bientôt l'équipe.